Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo autour du poème L'amoureuse de Paul Éluard. Un poème issu de ce livre-là, Capitale de la douleur, publié en 1926. Nous sommes donc dans le mouvement surréaliste. Alors, la classe 6033, à qui cette vidéo est destinée en priorité, avait quelques questions auxquelles répondre. Nous allons les passer en revue et nous allons également essayer d'expliquer un tout petit peu le sens de ce poème-là. Commençons par la forme. Première question, le type de vers. Elle est debout sur mes paupières. 8. On est donc dans ce qu'on appelle des octosyllabes. Et ses cheveux sont dans les miens. Ça marche pour le deuxième vers aussi et pour tous les autres vers. Donc on a deux sisains. Sisains, ça veut dire des blocs de 6 vers qui sont donc des octosyllabes. Donc 8 syllabes par vers. Nous avons d'autres éléments de forme que nous pouvons relever. La question des rimes. Alors la question des rimes, je vous l'ai mise en couleur sur le texte que vous voyez à quelque part par là. Ces rimes ne sont pas du tout régulières. Vous remarquez en jaune, paupières, ouvert, lumière, qui se trouve un peu éparpillé dans le poème. Ça rime, sauf que c'est pas forcément une rime comme on devrait le faire normalement, c'est-à-dire une rime masculine ou féminine, puisque quand on a un E muet, comme à paupière à la fin du mot, ou à lumière, c'est une rime féminine, alors qu'à ouvert, il n'y a pas de E muet à la fin. Donc c'est une rime un peu boiteuse. Alors on a mien et main, ça rime mieux. Et puis on a aussi dormir, rire et dire. Où là aussi, on a le E muet dans rire et dire tout à la fin, mais on l'a pas avec dormir. Donc il y a quelque chose qui cloche. Et puis il y a des vers tout seuls. Yeux ne rime à rien. Ombre non plus. Ciel ne rime pas avec soleil, même si les sons sont assez proches. Donc on a des rimes, oui, mais pas systématiques. On est dans une grande liberté à ce niveau-là. Ce qui est aussi assez typique du mouvement surréaliste. Donc on a passé en revue les rimes et l'hiver. Vous voyez d'autres couleurs sur ce petit texte, notamment les assonances et les allitérations. Donc il y a, malgré l'absence de rime, des sons qui reviennent de manière extrêmement soutenue. Le son en assonance est ou est, donc en rouge et en orange, elle est debout sur mes paupières, est ses cheveux, les miens, mes mains, pierre sur le ciel, etc. Donc on a ces sons-là. On a aussi dans les sons qui sont des consonnes, donc ce qu'on appelle des allitérations, la présence très forte du L, du M sont ce qu'on appelle des liquides, c'est-à-dire des choses qui ralentissent le débit et qui lui donnent une certaine nonchalance. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle s'engloutit dans mon ombre. Et puis on a aussi, de manière un peu contrastée, le R qui est un peu plus dur. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Donc on a quelque chose de plus dur, surtout à la fin du poème. Et puis je vous ai aussi souligné les enjambements qui sont assez nombreux. On a une phrase
qui se poursuit. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Ou dans la comparaison du vers 6, comme une pierre sur le ciel. Et puis dans la dernière strophe, font s'évaporer les soleils, me font rire et pleurer, etc. Tout ça est une longue phrase qui se poursuit. Donc on a ces effets qu'on appelle d'enchaînement. Voilà quelques remarques sur la forme qu'on pouvait faire sur ce poème-là. Si je passe maintenant à la deuxième question, c'est une question qui portait sur, cette fois, les champs lexicaux. Dans les réponses que vous m'avez données, les deux champs lexicaux qui revenaient le plus, et je vais conserver ceux-ci, c'est le champ lexical du corps, qu'on retrouve ici en vers, surtout dans la première strophe. Elle est debout, c'est déjà une posture physique, les paupières, les cheveux, les mains, les yeux, qui reviennent à plusieurs reprises. Dans la deuxième strophe, vous remarquez qu'il y a beaucoup moins de présence du corps. On est plus dans les rêves. Et puis l'autre champ lexical que vous avez relevé la plupart du temps, c'est celui de la lumière. Les yeux ouverts, le ciel, pleine lumière, les soleils au pluriel, la couleur aussi. Bref, on a quelque chose de lumineux qui entre en contraste avec un champ lexical que je n'ai pas noté ici, mais qui est présent peut-être de manière moins forte, avec l'ombre qui s'engloutit. Donc il y a un côté sombre aussi qui est présent. Un contraste donc ombre-lumière, comme ici ma tête, si vous me voyez, est un peu dans l'ombre avec de la lumière un peu bizarre. Je n'ai pas réussi à trouver un angle meilleur à ce niveau-là. Bref. Donc on a ces champs lexicaux là qu'on peut relever, on verra un peu plus tard si on peut les exploiter de manière à donner du sens. La question suivante, c'était la question des figures de style. Vous remarquez que j'ai colorié le texte de manière assez uniforme, beaucoup de vers. Dans tout ce début, on est dans quelque chose d'imagé. Elle est debout sur mes paupières, et ses cheveux sont dans les miens, etc. Ce sont des métaphores, en fait. Elle est debout sur mes paupières, évidemment, elle ne le fait pas réellement. C'est comme si elle était debout sur mes paupières. Elle a la forme de mes mains. On sent bien que Paul Éluard parle d'une femme. Une femme n'a pas la forme d'une main, alors, comme s'il la façonnait lui-même. On retrouve le mythe de Adam et Ève, Dieu façonne la femme, etc., à partir du corps de l'homme, etc. Donc on a ici une image aussi, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre, c'est comme si. Donc on a ces images-là et on a, en plus des métaphores en vers, la comparaison comme une pierre sur le ciel, comparaison mystérieuse. On compare cette femme qui déjà en elle-même est très particulière et qui est déjà une image à une autre image qui n'est plus celle d'une femme mais celle d'une pierre, quelque chose qui n'est pas vivant, qui est lancé au ciel. Et puis dans la deuxième strophe, les parties en gris sont plus dans des oppositions, des antithèses. Les yeux ouverts contre dormir. Les rêves contre la pleine lumière. On retrouve un peu la même opposition entre la veille et le sommeil. Font s'évaporer les soleils. Alors déjà, on a ce les soleils, on pourrait y voir une hyperbole, c'est-à-dire une exagération. Il n'y a qu'un seul soleil. Enfin, ça dépend si on considère l'univers entier, il y en a des millions, des milliards, je ne sais pas combien, mais généralement on n'en voit qu'un. Donc c'est quelque chose d'immense, les soleils, mais qui s'évaporent, qui disparaissent. Donc là aussi, on a cette opposition.
Rire, pleurer et rire. Opposition avec une répétition en plus, qui montre une sorte d'hésitation. On ne sait pas si on est dans le rêve, si on est dans la réalité, si on dort ou si on est réveillé, s'il faut rire de cette situation ou en pleurer. Et on ne sait pas quoi dire. Donc parler sans avoir rien à dire. Donc on a ces oppositions très nombreuses, une sorte de moment où le poète se sent perdu, il ne sait pas trop où il en est. Et puis une autre figure de style qui, elle, est présente dans tout le poème, surtout dans la première strophe, c'est l'anaphore, la répétition en début de vers du pronom elle. Elle est debout, elle a la forme, elle a la couleur, elle s'engloutit, elle a toujours. Donc une sorte d'obsession pour ce elle dont on ne sait pas trop qui elle est. Enfin, on le sait par le titre. Elle, c'est l'amoureuse. Mais l'amoureuse, le titre est un peu ambigu. Est-ce que c'est celle qui est amoureuse du poète, ou c'est celle, au contraire, dont le poète est amoureux? On voit que on ne sait pas trop. Alors si on veut faire un lien entre ceci et la biographie de Paul Éluard en 1926, ce elle fait sans doute référence à Gala, sa compagne, son épouse même à ce moment-là, qui est donc encore son épouse, qui le trompe avec le peintre Max Ernst, et qui ensuite épousera Salvador Dali quelques années plus tard. Donc c'est quelqu'un qui a fréquenté plusieurs hommes. Paul Éluard est-il jaloux? Peut-être un peu, même si semblerait-il que la relation entre Gala et Max Ernst à ce moment-là est plutôt connue par Éluard et acceptée. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de cette femme-là qu'il parle et que cette femme-là, il l'aime à ce moment-là. Et donc, elle a un caractère obsessionnel. Il rêve d'elle et elle devient un peu irréelle, comme on l'avait vu aussi dans le poème de Robert Desnos, J'ai tant rêvé de toi. Voilà quelques petites remarques concernant les figures de style. Alors, la question suivante, c'était sur la question du surréalisme. En quoi ceci est surréaliste? On trouve deux obsessions du surréalisme dans ce poème-là. L'amour fou, elle, qui est mise en avant. Ce elle mystérieux, cette femme qui est un rêve en elle-même, qui se fond complètement aussi dans le poète qui en parle. Elle est debout sur mes paupières, alors elle lui cache peut-être tout ce qu'il ne voit pas à part elle, mais il y a cette fusion qui se crée. Ses cheveux sont dans les miens, comme si leurs cheveux étaient une seule chevelure. Elle a la forme de mes mains. Là aussi, cette femme-là devient lui. Et les mains de la femme et le poète lui-même se confondent dans une sorte d'unité. La couleur de mes yeux, là aussi, le fait de se regarder dans les yeux, bien, va faire comme si leurs yeux se confondaient, comme si elle devenait lui, comme si elle entrait en lui. Elle s'engloutit dans mon ombre. Là aussi, donc il y a vraiment cette idée de fusion qui est présente ici, qui évidemment n'est pas réaliste, mais dans une vision de l'amour total, ben c'est l'idéal, c'est que les deux personnes
n'en forment qu'une. Mais on a aussi un autre aspect surréaliste important qui est celui du contraste entre le rêve et la réalité. La présence à nouveau, comme dans quasiment tous les textes surréalistes, du rêve. Ces rêves en pleine lumière. Le fait que ces rêves l'empêchent de dormir. Il y a cette collision entre le rêve et la réalité et cette perte de repère pour le poète qui est aveuglé par cette pleine lumière, ces soleils, cette personne debout sur ses paupières. On n'y voit pas grand-chose si vous avez des gens debout sur les paupières. Et en même temps, donc cette lumière et cette ombre, cette réalité et ce rêve qui se confondent, qui s'opposent en même temps et qui font que, au final, face à cette situation très mystérieuse, on ne sait pas comment réagir. On est forcé de parler sans avoir rien à dire. Donc, ce que je viens de vous faire remarquer là nous permet, c'était la dernière question, d'essayer de percevoir un peu mieux le sens de ce poème-là. On est donc dans un poème amoureux où la femme est tellement présente qu'elle en aveugle le poète, qu'elle se fond en lui tout en étant ailleurs, tout en étant dans une réalité supérieure ou extérieure ou la réalité des rêves. Voilà, c'était quelques réflexions sur ce poème-là. On pourrait en faire d'autres, on pourrait creuser ceci de manière encore plus systématique et plus profonde, mais je crois que je vais arrêter là cette petite explication autour de l'amoureuse de Paul Éluard. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la couleur de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire.